Les OGM sont redoutés, où on a peur du clonage, où on se dit oh là là, ils sont des apprentis sorciers. Et puis les technologies de l'information et de la communication qui sont présentées comme le bien absolu. Il est extraordinairement rare qu'on dise qu'il y a un problème avec Internet. Et s'il y en a un, ben on règle. Les 3 gosses qu'on a enfermés d'urgence dans un hôpital, j'ai lu ça ce matin dans la voiture en arrivant, parce qu'ils étaient sur Internet pendant 6 heures par jour, qu'ils étaient devenus fous. Bon, mais ça n'arrive pas souvent, Dieu merci, mais il y a des problèmes aussi. Donc le changement massif, chimique et technologique est un problème de santé majeur, et c'est le 3e élément de ce scénario catastrophe que j'ai évoqué très rapidement, mais qui n'est pas le cœur du message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. Bon, si tout allait mal, si on ne faisait rien, bien évidemment tout ça serait des menaces très très sérieuses et extrêmement graves. La question c'est comment en est-on arrivé là? Alors à cette question il y a 2 réponses. La première c'est quand même curieux. Il n'y a jamais eu autant de science sur la Terre, jamais eu autant de scientifiques et jamais autant de problèmes dans ce domaine. Alors que font les scientifiques? C'est une grave question. Pour ceux d'entre vous qui ont vu le film sur Monsanto à Arte ou qui ont lu le bouquin, ils ont compris comment ça fonctionne. Le monde économique exerce un lobbying forcené, bénéficie de la coopération étroite des scientifiques, qu'ils rémunèrent, ce qui les empêche d'avoir une pensée libre. Même s'ils se posent des questions, ils ne les poseront pas en public, parce qu'on ne crache pas dans la main de celui qui vous nourrit. Et donc, quand on vous dit qu'il faut que de plus en plus le monde économique et le monde scientifique travaillent la main dans la main, ça dépend dans quel domaine. Dans les domaines que j'ai évoqués, qui sont les domaines sensibles, qui sont l'environnement et qui sont la santé, il est indispensable d'avoir des expertises indépendantes. La deuxième raison qui explique pourquoi on en est là, c'est parce que depuis le début de la révolution industrielle, on a considéré la nature comme une sorte de réservoir dans lequel on a puisé le pétrole, le gaz, le charbon, les métaux, les minéraux, l'uranium, etc. Et puis on a vidé ce réservoir. Dans ma région, la Lorraine, il n'y a plus rien dans les mines. Et quand le petit bébé dont j'ai parlé tout à l'heure aura mon âge, il n'y aura plus rien nulle part. On aura vidé toutes les mines de la planète. Il n'y aura plus de pétrole, il y aura encore du charbon. Il y aura beaucoup de minéraux qui commenceront à être défaillants. Il n'y aura plus d'uranium. Alors quand on est devant cette espèce d'effervescence concernant le nucléaire, le nucléaire il est limité aussi. Il n'est pas durable. Il est fondé sur des ressources minières qui sont elles aussi usables. Alors avec tout ce qu'on tire de la terre, dont on fait un réservoir qui se vide, on produit, on consomme, et on rejette les déchets. Alors les déchets, ben, c'est les ordures, ou bien c'est les déchets gazeux, comme le gaz carbonique qui produit l'effet de serre, et on en fait, par conséquent, un dépotoir qui se remplit. Alors toute notre activité économique utilise la terre et la nature comme un réservoir qu'on vide et comme un dépotoir qu'on remplit. Alors ce qui est très très curieux, c'est que quand entre les deux phénomènes on produit et on consomme, on dit on produit des richesses. Ah, quelle expression! Produire des richesses. Enfin, entre parenthèses, je vous fais remarquer que plus personne ne dit partager les richesses. Ça a disparu du vocabulaire. On produit des richesses. Bien. Mais on produit des richesses en vidant le patrimoine, en appauvrissant le patrimoine et en appauvrissant la terre. Donc ces expressions doivent être recueillies avec la plus grande prudence.
Et c'est ce qui fait que nous usons la planète, et c'est ce qui fait que l'ONU a fait avancer la notion de développement durable. C'est sur ce constat-là qu'on a dit il faut tout changer, il faut tout faire autrement, il faut désormais recycler pour ne pas avoir besoin d'user de plus en plus vite les ressources minières. Il faut appliquer le principe de précaution pour éviter les impacts dangereux sur la santé de la pollution de toute nature. Donc se met en place petit à petit une économie tout à fait différente qui exige un profond changement culturel. Il y a deux manières d'adopter, de recevoir le développement durable. La première manière est la manière américaine. Alors, le raisonnement est le suivant. Écoutez bien, on n'aura bientôt plus de pétrole. Donc il faut qu'on fasse marcher les voitures autrement qu'avec du pétrole. Il faut aussi qu'on arrive à chauffer les appartements autrement qu'avec du pétrole. Puis il faut qu'on ait des énergies autres que le pétrole, d'où les fameuses énergies renouvelables. Et puis il faut qu'on fasse des économies d'énergie. Pour tout cela, il faut de la recherche et de l'innovation. Je passe en revue tous les poncifs qui sont dans la littérature politique au quotidien. Tous les hommes politiques disent qu'il faut pousser la recherche. Quand tout le monde est contre les OGM, on dit on va pousser la recherche. Bon, alors, c'est vrai que dans ces domaines-là, pas n'importe quel domaine, dans ces domaines-là, il faut de l'innovation, il faut de la recherche, pour avoir de nouvelles technologies qui nous permettent effectivement de faire face à ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire la fin programmée des ressources fossiles. Il ne faut pas de la recherche et de l'innovation partout. C'est pas la peine de continuer à faire des innovations sur les technologies de l'information et de la communication. On y est, on a tout inventé. Sur votre portable, l'année prochaine, vous aurez tout, absolument tout. Vous aurez toutes les bibliothèques du monde, tous les internets, vous aurez 2000 chaînes de télévision. Bon, après, on arrête. C'est pas la peine de continuer. Mais si on veut continuer, parce qu'après, on passe aux puces. C'est-à-dire, on met une puce dans la tête. Cette puce a par exemple un effet très positif. Vous rentrez chez vous fatigué, ce qui d'ailleurs ne va pas être le cas puisque le progrès fait que tout va de mieux en mieux. Donc vous devrez après une journée rentrer chez vous reposer. Et puis vous pensez au bain merveilleux que vous allez prendre et immédiatement par la seule pensée, le robinet se met à couler. Grâce à la puce. C'est la suite du progrès. Je dis non. Je veux vous choquer horriblement. C'est pas la peine. On n'a pas besoin. Et il faudrait bien un jour que les gens se disent on l'arrête, parce qu'on va devenir fou. Et puis que les parents soient obligés d'être sur le dos de leur gosse 24 heures sur 24 de peur qu'ils regardent des jeux violents, de peur qu'à la télé ils voient de la porno, de peur que sur l'internet ils voient ce qu'on va voir. C'est tuant. Bon, ben c'est bien. Et comme c'est maintenant c'est bien, dans ce domaine on arrête. On n'a pas besoin d'une télévision pour bébé. C'est pas nécessaire. Et puis on vous annonce, vous avez vu, la télévision haute définition et la télévision relief pour les mois qui viennent. Alors malheureusement, on ne peut pas les mettre toutes les deux ensemble, donc vous allez rejeter, mettre à la poubelle votre écran plat, et vous allez acheter deux télévisions, une en relief, une qui sera haute définition, et puis vous loucherez. Un œil regardera sur l'une et l'autre sur l'autre. Alors, je commence à être tous les jours plus critique sur ce domaine, parce que je pense qu'il faut freiner cette folie. Il faut vraiment arrêter. Alors vous allez me dire, mais vous allez couler l'économie, monsieur Ben. Pas du tout. Pas du tout, parce que dans tous les domaines touchés par le développement durable, il faut beaucoup de gens, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de recherche, il faut beaucoup d'innovation, et vite. Donc ça va utiliser beaucoup de gens aussi, et beaucoup de moyens aussi. Et les Américains appellent ça les clean tech, les technologies propres. Alors ils font un raisonnement étonnant. Comme il faut aller très très vite, s'il n'y aura plus de pétrole,
on va développer de plus en plus ces technologies propres, les technologies de l'écologie. L'écologie va doper l'économie, va doper par conséquent la bourse va monter, il va y avoir une bulle boursière, et cette bulle boursière est merveilleuse, car à la différence de la bulle boursière d'Internet qui a crevé en 2002, celle-là ne pourra pas crever, puisque son assiette sera le développement durable. Donc la bourse à Wall Street sera toujours parfaite, ne diminuera plus jamais, elle sera durablement efficace grâce au développement durable qu'il apporte. Ça, c'est la manière dont les Américains voient les bénéfices pour l'économie du développement durable. Je ne suis pas aussi de cette manière de voir, je crois que c'est vrai qu'il faudra faire un effort en ce qui concerne les bonnes technologies, pas celles qui ne servent à rien, les bonnes technologies, pour faire rouler les voitures autrement, etc. Oui, il y a un grand effort à faire, et je partage un peu ce point de vue des clean tech. Bon, ceci dit, si je ne partageais que ce point de vue sur le développement durable, à l'heure qu'il est, je serai à la maison. Parce que c'est dimanche et que je suis en retraite. J'avoue que ça serait un peu désolant, parce que je regarderai M. Delanoë chez M. Drucker, et que les jours de semaine, retraités que je serai, auraient la joie de regarder, jour après jour, les feux de l'amour. Ça serait bien. Je voudrais d'ailleurs vous donner une bonne nouvelle. Les feux de l'amour s'arrêtent en 2076. Parce qu'ils durent 100 ans. Ils ont commencé en 1976. Donc vous aurez la fin de l'histoire, mais à condition de vivre longuement et d'être patient. Puis toujours le retraité que je serai, bien après, je pense que je jouerai au Scrabble. Mais un retraité a besoin de projets, donc nous ferions des projets. Alors je vois très bien les projets audacieux. Acheter un fauteuil stressless pour Noël. C'est comme ça que je vivrai, n'est-ce pas, dans la joie de profiter de ma retraite, si le développement durable n'avait qu'un aspect technologique et technique. Mais comme je trouve au développement durable d'autres valeurs tout à fait différentes que les valeurs boursières, ben du coup, eh bien, c'est dimanche et je viens ici à Paris. Car c'est ça qui est important. C'est que dans ce concept du développement durable, il y a des valeurs nouvelles. Il y a d'abord cette première valeur que par définition même, le développement durable manifeste notre souci de solidarité avec les générations futures. Mais quand on dit les générations futures, ça ne veut pas dire ceux qui vivront en 2500 ans, ça veut dire nos propres enfants. Et voilà que nous sommes maintenant, tout d'un coup, solidaires de nos propres enfants. Alors vous allez dire, c'est pas nouveau. De tout temps, les parents avaient le souci de leurs enfants. Et aujourd'hui encore, chaque parent a évidemment le souci de ses enfants. Et voudrait que la vie des enfants soit au moins aussi bonne, sinon meilleure, que n'est la sienne. 80% des Français pensent dans un sondage que ça ne sera pas le cas. C'est pour vous dire l'enthousiasme qui règne dans notre vieux pays. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, cette question se pose au niveau collectif, pour une génération entière. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce qu'autrefois, on disait, eh bien, nos jeunes, ils ont qu'à se débrouiller. Oh, hier soir, ma bonne gouvernante, bien aimée, Madame Moll, avec qui je disais que j'étais un peu choqué qu'un des membres du conseil d'administration de l'Institut européen d'écologie était parti en vacances en avion à Tahiti. J'ai trouvé que ça consommait beaucoup de gaz à effet de serre. Bon, elle me dit, monsieur Pell, mais ça n'a aucune importance. Je me dis, mais comment ça, voyons, vous vivez avec moi depuis 35 ans et vous n'avez toujours pas compris ce que je dis. Je dis, mais il y a des précédents. Jésus a dit à ses apôtres, vous êtes avec moi depuis 3 ans, vous ne comprenez rien. Donc, l'histoire se répète avec une belle efficacité et une belle constance. Mais on raisonne encore comme ça.
Alors elle m'a dit, ils ont qu'à se débrouiller. Oh, je dis, Madame Moll, non, dites pas ça. Vous savez bien, vous venez aux conférences, c'est ce que je raconte. Oh oui, mais moi, j'ai mal au dos quand je suis sur une chaise. C'était notre conversation d'hier soir. Voilà. Non, non, il faut vraiment que nous nous sentions solidaires de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est fondamental. Nous ne pouvons pas leur laisser une terre lamentable, avec plus de forêt tropicale, avec un climat complètement détraqué, avec des polluants partout, avec des cancers qui montent en flèche. On ne peut pas faire ça. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est la solidarité entre les générations. Et c'est bien parce que ça nous fait parler de solidarité. Bon, vous écoutez comme moi la télé, on ne peut pas dire qu'on parle énormément de solidarité. Il y a bien Martin Hirsch qui semble tenir le choc. Enfin, il a du mal. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de compétition, compétitivité, concurrence, de guerre économique pour faire face à la Chine, qui va nous flanquer une pile dans le domaine de la guerre économique. On est sur d'autres idées. Ah, il y a la réforme aussi. Les réformes, c'est très amusant aussi ça. Il y a ceux qui disent les réformes et ceux qui disent la réforme. Enfin, nous sommes dans un moment de protestantisme extrême, nous sommes dans la réforme jusqu'au cou. Puis il y a la croissance aussi, la croissance, c'est un dogme. Bon, la solidarité, bof. Y a-t-il vraiment de la solidarité? Pas beaucoup. Si, beaucoup. Si, beaucoup, il y a la Sécu, il y a toutes les mutuelles. Beaucoup d'entre vous sont dans une mutuelle d'assurance, comme moi d'ailleurs. Et puis il y a tout l'humanitaire, et puis il y a tout l'associatif, et puis il y a les Restos du Cœur, et le Secours populaire, et le Secours catholique, et Emmaüs, et puis tout le reste. Et maintenant, chers amis, vous enlevez tout ça. Vous enlevez tout ça, dont personne ne parle vraiment, eh bien, notre monde n'est plus vivable du tout. Les gens meurent dans la rue, les forts continuent à se bagarrer, et il y en a de plus en plus qui tombent au bord de la route. La société ne serait pas pensable sans un effort important de solidarité. Et cet effort doit être développé. Parce que nous vivons encore sur cette terrible idée, qui est l'idée du capitalisme, chacun pour soi. Chacun pour soi. Ce qui fait l'individualisme du monde dans lequel nous vivons. Il faut changer cette idée. Pourquoi vivons-nous sur ces idées? Parce que, au XIXe siècle, les biologistes de l'époque, en particulier Darwin et ceux qui ont développé sa pensée, ont dit la nature, c'est la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort. Struggle for life. C'est au toi d'un je lui mette. C'est je me fais ma place au soleil et à toi je te fais de l'ombre. C'est je monte et je m'appuie sur toi et je te fais descendre. Toute la vision de la nature qu'on avait au XIXe siècle, c'était cela. Et alors, ça a merveilleusement arrangé les philosophes qui ont trouvé la justification de leur manière de voir la société. Marx, qui a rencontré Darwin plusieurs fois, ainsi qu'Engels, y ont trouvé la justification des luttes des classes. Et c'est de là que le mot lutte est devenu si important dans notre vocabulaire. Tout le monde lutte, tout le monde se bat, tout le monde est en colère. Mais tous ces mots, tout ce vocabulaire nous vient de là. Les libéraux y ont vu la justification de la concurrence à outrance. Pour qu'elle soit à outrance, il faut qu'elle soit pure et parfaite. Ça veut dire que vraiment, on est affrontés durement les uns aux autres sans que rien ne régule le mécanisme. Et donc, ceci a donné l'idéologie libéraliste ou libérale dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
Et nous vivons de cette manière de voir à la fois et la société et la nature. Seulement voilà, est arrivée l'écologie. Et l'écologie